À vrai dire, une des rares choses qui peut permettre de changer ça, c'est vous. C'est votre mobilisation populaire. Une trentaine de voix près, c'est quoi? C'est 5% des députés du Parlement européen. Et en fait, une mobilisation populaire, ça fait changer les choses, ça peut tout à fait faire changer le vote de environ 5% des députés européens. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal de bord. On est en juillet 2026 et en fait ça fait 2 ans que j'ai été élu député européen, donc on va faire un petit bilan de ces 2 ans de mandat. Je vais vous parler des quelques victoires qu'on a réussi à obtenir, des batailles qu'on a menées, mais qu'on a perdues malheureusement, et parfois perdues de très très peu. Vous amener aussi un peu dans les coulisses de tout ce que vous ne voyez pas, ce qui n'est pas forcément dit médiatiquement, tout ce travail de l'ombre qui pourtant est essentiel, et c'est justement la vocation de ce journal de bord de vous permettre de mieux comprendre ce qui se passe au-delà de ce que peuvent en dire les médias traditionnels. Et c'est l'idée de ce journal de bord de vous permettre, si je puis dire, de regarder ce qui se passe en cuisine, un peu comme dans un restaurant, et de voir comment les choses sont faites, et aussi tout ce travail de l'ombre qui ne fait pas l'objet d'articles médiatiques, mais qui pourtant est un travail extrêmement important si on veut que l'Europe protège notre environnement et qu'on ait une Europe qui soit réellement démocratique et réellement au service de vous, en fait, les citoyens, et pas au service des lobbies. Donc bienvenue dans ce nouveau journal de bord. Alors on va commencer ce bilan avec du positif. Et un élément très positif, c'est que enfin l'Europe a décidé d'arrêter d'acheter du gaz russe. Je vous en ai beaucoup parlé, c'est une décision absolument historique. L'Europe s'est mise dans la main de la Russie pendant toute la décennie 90, 2000, 2010 et même pendant la majorité de la décennie 2020. Et enfin, on a choisi d'arrêter d'importer du gaz russe. Le règlement qu'on a négocié, en fait, moi, c'est un moment qui m'a beaucoup marqué. Et je me souviens encore, comme si c'était hier, de cette nuit de début décembre 2025 où on réussit à arracher un accord la nuit vers 1h30 du matin pour mettre fin au gaz russe, et une partie de ces accords en fait a déjà été mis en œuvre. Donc par exemple aujourd'hui, il n'y a plus de gaz naturel liquéfié russe qui arrive en Europe, c'est déjà une très très bonne chose, et il y a de moins en moins de gaz russe qui va désormais arriver en Europe, et la dernière molécule de gaz russe arrivera au plus tard le 30 septembre 2027. Évidemment, j'aurais préféré que ce soit beaucoup plus tôt, mais malheureusement, il a fallu faire des concessions, notamment à la droite allemande qui voulait retarder les choses, mais aussi à des États membres, des États du Conseil, des gouvernements nationaux qui parfois écoutent plus l'intérêt de leur lobby gazier national plutôt que la vision géopolitique que pourtant ils sont censés défendre. Donc vraiment cette bataille-là, c'est une bataille extrêmement importante pour notre autonomie, pour notre liberté, pour aussi retrouver la paix en Europe, puisqu'en fait on ne connaîtra la paix que lorsque la machine de guerre russe n'aura plus d'argent pour fonctionner, et vu que l'argent qui permet à Poutine de fonctionner, c'est l'argent du pétrole et du gaz, c'est ça qu'il faut siphonner. Et c'est évidemment une victoire pour l'Ukraine, puisque moins d'argent pour Poutine, ça permet en fait aux Ukrainiens de subir moins de bombardements, moins de missiles, et d'augmenter les capacités de l'Ukraine à poursuivre le combat, à regagner, à libérer son territoire jusqu'à la victoire. Là aussi, pourquoi je suis très content de ce travail qu'on a pu faire sur le règlement sur le gaz russe, c'est que j'ai pu aussi y introduire dans ce texte-là, pour la première fois dans l'histoire du droit européen, la notion de sobriété. La sobriété, vous en avez entendu parler, c'est tous ces ensembles de pratiques, de comportements individuels et collectifs qui nous permettent de bien vivre tout en réduisant la quantité d'énergie, de matériaux dont on a besoin pour bien vivre. Donc c'est vraiment l'enjeu d'organisation sociale. Et le mot de sobriété, en anglais on dit sufficiency, et en allemand on dit sufficienz, vraiment l'idée de faire ce qui est suffisant, sans tomber dans l'excès, dans ce que les anciens Grecs appelaient l'hubris. Cette notion de sobriété, qui est très cadrée scientifiquement, notamment grâce à la chercheuse française Yamina Saeb, qui a participé à la rédaction des travaux du GIEC, le groupement international des experts sur le climat, qui fait vraiment la synthèse de nos connaissances scientifiques, ce concept de sobriété aujourd'hui il est bien bordé. Et ce concept-là, il a notamment été développé et approfondi par une association écologique qui s'appelle Negawatt, qui fait depuis des années un travail vraiment remarquable et exceptionnel sur notamment les enjeux de sobriété, et qui fait que la France est intellectuellement à la pointe de cette question. La sobriété, c'était absent du droit européen. Il y avait aucun endroit, dans aucun texte européen où le mot apparaissait, même si évidemment parfois les pratiques et des mesures de sobriété existaient. Et là,
cette notion de sobriété, elle est entrée dans le droit européen parce que j'ai pu l'introduire dans un des articles, qui est du coup juridiquement contraignant, un des articles du règlement européen qui met fin aux importations de gaz russe. Pourquoi? Parce que pour mettre fin aux importations de gaz russe, une des manières qui nous aide à faire ça, c'est de consommer moins de gaz. Et parmi tout ce qu'il faut faire pour consommer moins de gaz, la sobriété, c'est un des leviers. Donc ça, c'est vraiment une victoire, et pour moi, si vous voulez, c'est une pierre deux coups, puisque avec une négociation sur un règlement, on a à la fois une victoire pour la souveraineté européenne, pour la paix en Ukraine, et une victoire écologique, en montrant que c'est grâce à l'écologie que nous réussirons à défendre la liberté, l'autonomie, la souveraineté et la paix. Alors quand on commence des batailles, parfois on sait qu'on va les gagner, mais on ne sait pas à quel point. C'était le cas par exemple sur la question du gaz russe. En commençant cette bataille-là, moi j'avais vraiment confiance dans le fait qu'on allait réussir, et ça a été un grand succès. Et donc là, si vous voulez, à ce moment-là, l'idée c'était de savoir, voilà, on va gagner, mais il vaut mieux gagner 4-0 plutôt que 1-0 pour dire ça comme ça. Il y a d'autres batailles qu'on mène, et on ne sait pas si elles sont gagnées ou perdues d'avance. Et malheureusement, il y a eu pendant ce début de mandature 2 batailles que j'ai menées. Malheureusement, nous les avons perdues. Et en fait, je voulais vous parler de la protection du loup et de la lutte contre la déforestation, notamment à cause de nos importations de soja issu de la déforestation. Ce qu'il y a comme point commun, c'est 2 sujets où il y a un consensus scientifique clair et où il y a eu à la fin une majorité du Parlement européen alliant droite et extrême droite qui est allée à l'encontre de ce consensus scientifique. La question du loup, la question qui nous était posée il y a un peu plus d'1 an, c'était de baisser le niveau de protection dont bénéficient les loups en Europe. Et cette proposition-là de la Commission européenne, moi je m'y suis opposé. Pourquoi? Parce que les scientifiques ils ont écrit une lettre en disant spécifiquement cette proposition de la Commission européenne de dégrader le niveau de protection du loup était, et là je cite cette lettre écrite par les scientifiques du domaine, que cette proposition-là était erronée et prématuré. Donc on avait un élément très très clair, et donc du coup, moi, puisque je vais voter sur la base de la science, je dis non, on va voter contre ça. Mais parce que je sais aussi qu'il y a des vrais problèmes dans beaucoup de territoires européens sur la question du loup. La proposition que j'ai faite, c'était une proposition de dire on ne va pas baisser le niveau de protection du loup partout en Europe. Par contre, on va demander d'identifier des zones où effectivement il peut y avoir des adaptations à faire. Donc l'idée n'était pas de dire on va traiter tout le monde de la même manière et du coup abaisser le niveau de protection des loups sur tout le territoire de l'Union européenne, mais de dire prenons le temps et faisons remonter les informations provenant du terrain pour identifier les zones où effectivement il y a des problèmes très importants avec les loups, et aussi des zones où la population de loups est aujourd'hui suffisamment importante pour que ça ne pose pas de problème si jamais le niveau de protection venait être abaissé d'un cran. Cette proposition-là n'a pas été retenue au sein du débat du Parlement européen, et je suis assez déçu qu'il y ait eu cette majorité de droite et d'extrême droite pour s'attaquer à la directive Habitat, qui est une directive essentielle pour protéger la biodiversité en Europe. Et on a eu un même problème récemment, un vote autour de l'utilisation de l'huile de soja issue de la déforestation pour produire des agrocarburants. Alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, et vous en avez peut-être entendu parler, il y a des agrocarburants qui sont produits et qui sont mélangés à du pétrole. Donc parfois on vous vend ça comme étant des biocarburants, et le mot biocarburant évoque parfois l'idée que ça viendrait de l'agriculture biologique. Alors, sur la question de l'huile de soja transformée en soi-disant biocarburant, cette huile de soja, elle est très 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 largement issue de soja qu'on importe de l'étranger, et notamment du Brésil, et on sait, et ça a été démontré scientifiquement, que la production de ce soja au Brésil participe à la déforestation, donc à la destruction de la forêt amazonienne. Et donc si vous voulez couper des arbres qui sont parfois des forêts centenaires, millénaires au Brésil, pour y faire pousser du soja, vendre ce soja en Europe, transformer une partie de ce soja en huile de soja pour en faire des biocarburants, c'est pas du tout écologique, parce que ce que vous pensez économiser par rapport aux émissions de dioxyde de carbone du pétrole, vous le perdez d'un côté, et parfois même beaucoup plus, à cause de la destruction de la forêt amazonienne. Ça, la Commission européenne l'a compris. Et la Commission européenne a adopté ce qu'on appelle ici à Bruxelles un acte délégué. C'est un petit peu comme un décret gouvernemental en droit français. Et cet acte délégué disait désormais, l'huile de soja transformée en biocarburant ne pourra plus être considérée comme une énergie renouvelable dans l'Union européenne. Et il y a une majorité de droite et d'extrême droite qui s'est levée contre ça. Et là aussi, le discours
que j'ai porté est un discours qui était à la fois écologique, de protection de l'environnement, de lutte contre la déforestation, mais aussi enraciné dans les réalités de cette filière économique. Et donc du coup, la proposition que je faisais, c'était de dire on soutient la Commission européenne, parce qu'effectivement, l'immense majorité de l'huile de soja utilisée en Europe est issue de la déforestation, il faut lutter contre la déforestation. Et donc du coup, on dira que désormais, l'option par défaut, ce serait de considérer que l'huile de soja n'est pas une énergie renouvelable en Europe à cause de la déforestation. Et en même temps, on sait qu'il y a des producteurs en Europe, un petit peu en France, un petit peu en Roumanie, mais surtout beaucoup en Italie, qui produisent du soja en Europe. Et évidemment, quand on produit du soja en Europe, eh ben, on ne déforeste pas. Et donc du coup, cette production de soja en Europe, on veut la soutenir pour justement avoir une véritable souveraineté alimentaire. Si on veut avoir une souveraineté alimentaire, il faut produire plus de protéines végétales en Europe, à la fois à destination de la consommation des êtres humains, les lentilles, les haricots rouges, etc., mais aussi, et c'est le cas par exemple aussi du soja, hein, à destination de la consommation de tourteaux de soja par les animaux, et notamment les animaux qui sont élevés en France. Et donc du coup, pour protéger nos producteurs européens de soja, on a travaillé avec la Commission européenne pour dire, après votre acte délégué, il faut mettre très rapidement en place un système de certification. Et ce système de certification, il permet quoi? Il permet, ou plutôt il aurait permis, parce que ça n'a pas été adopté, il aurait permis aux agriculteurs européens de bénéficier très facilement d'un label indiquant qu'effectivement leur production de soja ne contribuait pas à la déforestation, et donc du coup, ils auraient pu continuer à vendre leur soja et à ce que l'huile de soja fabriquée en Europe continue, elle, à être considérée comme une énergie renouvelable, puisqu'évidemment, quand on produit du soja en Europe, on le fait sans déforestation, contrairement à ce qui se passe au Brésil, mais aussi dans d'autres pays malheureusement dans le monde. Donc vous voyez, ces combats-là, ils sont un peu compliqués à mener, puisque c'est pas blanc ou noir. C'est pas on protège les loups toujours quoi qu'il arrive, ou on les protège jamais. C'est pas on dit oui complètement à toutes les huiles de soja ou jamais. C'est quelque chose qui cherche à, si je puis dire, à ouvrir le capot, et puis en fait à regarder la réalité des choses. Et la réalité des choses, c'est que il y a des endroits où les loups sont effectivement menacés, il y a aussi d'autres endroits où les loups sont effectivement menaçants, et qu'il faudra du coup avoir une politique d'écologie de proximité, une politique d'écologie qui soit enracinée dans le terrain, y compris dans les décisions qu'on prend au niveau européen. Et malheureusement, la droite et l'extrême droite refusent ça, et ils sont vraiment dans une logique complètement caricaturale, et tant sur le loup que sur cette question du soja et de la déforestation, l'alliance entre la droite et l'extrême droite, elle a gagné, et elle a complètement mis de côté les éléments que l'on connaît scientifiquement. Et ça, c'est un élément essentiel, et à vrai dire, une des rares choses qui peut permettre de changer ça, c'est vous. C'est votre mobilisation populaire, puisque par exemple sur la question de l'huile de soja, le vote a été adopté à peine une trentaine de voix près. Une trentaine de voix près, c'est quoi? C'est 5% des députés du Parlement européen. Et en fait, une mobilisation populaire, ça fait changer les choses, ça peut tout à fait faire changer le vote de environ 5% des députés européens. Un des autres éléments du travail, en tout cas du mandat d'un député européen, c'est un travail de l'ombre. Et dans le contexte politique dans lequel on est depuis 2 ans, donc ce contexte d'alliance droite-extrême droite, moi je passe pas mal de temps au final à convaincre, ou en tout cas à chercher à convaincre la Commission européenne de ne pas ouvrir de nouveaux sujets. Ça veut dire quoi? Comment ça fonctionne au niveau européen? En fait, pour que la majorité droite-extrême droite du Parlement européen puisse détricoter le droit de l'environnement, il faut d'abord que ce droit de l'environnement soit réouvert. Et la seule institution qui a vraiment le droit de faire ça, c'est la Commission européenne. Et donc si la Commission européenne décide de ne pas réouvrir les textes, la majorité droite et extrême droite n'a pas les moyens juridiques de changer ces textes-là. Et donc ce travail que je fais souvent, c'est un travail pour convaincre la Commission européenne de ne pas rouvrir les textes, en disant « mais si vous rouvrez ce texte-là, peut-être qu'il y a une petite amélioration très technique à apporter, mais en fait, si vous ouvrez ce texte-là, vous ouvrez la boîte de Pandore, et vous ouvrez du coup une brèche dans laquelle la droite et l'extrême droite risquent de s'engouffrer pour tout balayer et tout détruire. Et un des enjeux sur lequel j'ai beaucoup travaillé ces dernières semaines, c'est l'enjeu du règlement européen contre les fuites de méthane. Alors c'est quoi les fuites de méthane? Le méthane, en fait, c'est un gaz à effet de serre. En fait, c'est le deuxième gaz à effet de serre émis par les êtres humains, le plus important après le dioxyde de carbone. Le méthane, il a cette spécificité en termes de forçage radiatif, c'est-à-dire de capacité à renforcer, à réchauffer la surface de la Terre, que le méthane est beaucoup plus puissant sur une période un peu plus courte que le dioxyde de carbone. En gros, on estime que le dioxyde de carbone reste à peu près 100 ans dans l'atmosphère, c'est une moyenne. Une partie du dioxyde de carbone n'a plus d'impact réchauffant au bout de quelques années. Une autre partie du dioxyde de carbone continue à avoir un impact réchauffant pendant parfois des millénaires. Sur le méthane,
la moyenne c'est 12 ans, ce qui est une période plutôt très très courte à l'échelle des temps climatiques. Et donc du coup, pour limiter l'impact du dérèglement climatique sur nous à court terme, il faut évidemment s'attaquer au CO2, et il faut aussi s'attaquer au méthane. Alors aujourd'hui, d'où est-ce que vient le méthane? Alors il y a une partie effectivement qui est liée à l'élevage, mais une partie un peu méconnue des émissions de méthane qui réchauffent notre planète, ce sont en fait des fuites de méthane issues de l'extraction du pétrole et du gaz. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est des enjeux géologiques, mais par exemple, prenons l'exemple du pétrole ou même du gaz. Lorsque vous avez du pétrole et du gaz qui a été formé pendant des millions d'années sous terre et que vous l'extrayez, il y a un petit peu de gaz qui va fuir. Vous avez peut-être déjà vu ces images de sites d'extraction pétrogaziers où vous avez une très très longue tour avec une flamme. Ça, c'est ce qu'on appelle le torchage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a du méthane qui, au lieu d'être capté pour être vendu, puisque le méthane en fait c'est du gaz, souvent quand on dit gaz naturel, la molécule à l'intérieur le plus souvent c'est du méthane. Et donc ce méthane-là, au lieu d'être utilisé de manière utile pour les êtres humains, il est juste brûlé sur place. Et parfois il n'y a même pas ça, parfois ce méthane il part juste dans l'air. Et donc il y a tout cet enjeu-là de fuite de méthane tout le long de la chaîne de valeur de l'extraction pétrogazière au moment de l'extraction, mais aussi au moment du transport. Par exemple, les gazoducs russes qui servent à transporter du gaz, parfois il y a des fuites, il y a des fuites, et donc quand il y a des fuites, ça veut dire qu'une partie de ce méthane qui est contenu dans les gazoducs, au lieu d'arriver à bon port, il fuit dans l'atmosphère et donc il réchauffe la planète. Et donc le règlement européen sur le méthane, il a été adopté lors de la mandature précédente, donc avant 2024, et lors de cette mandature-là, le règlement a été mis en place, et le règlement dit, en fait, on va obliger les grandes entreprises pétrogazières à faire du monitoring, c'est-à-dire en fait à surveiller les émissions de méthane, à les mesurer, et à terme, à payer pour ces émissions de méthane. Mais pour l'instant, il s'agit juste de mesurer. Et là, évidemment, avec cette majorité droite-extrême droite qui s'est créée au sein du Parlement européen depuis 2 ans, et ce grand lobby pétrogazier ici à Bruxelles mène une campagne contre ce règlement européen sur le méthane, qui est une campagne complètement mensongère, très clairement. À les écouter, si jamais on commençait à surveiller les fuites de méthane des grands groupes pétroliers, on aurait l'effondrement de l'économie européenne. Et donc moi, ce travail de l'ombre que je suis en train de mener, c'est pour soutenir les gens qui au sein de la Commission européenne ont compris ce danger-là, et leur dire de ne surtout pas réouvrir ce texte, parce qu'en fait, si ce texte venait à être réouvert, on risquerait de vivre en fait sur la question du méthane, la même constitution en fait d'alliance droite-extrême droite pour tout détruire, comme on l'a vu déjà sur la question de la protection des loups, comme on l'a vu déjà dans la lutte contre la déforestation. Alors au-delà de ça, il y a aussi des batailles qui sont en cours, qui sont en train d'être menées. Vous savez, je vous en parle beaucoup, une de mes grandes batailles, c'est la bataille pour rendre la petite voiture électrique accessible aux gens contre un loyer modéré. Donc une voiture, pensez à une voiture de la taille de la R5 ou plus petit que la R5, et qui serait accessible avec un loyer modéré, donc par exemple de l'ordre de 100 € par mois. Cette bataille-là, pour le leasing social européen, je l'ai menée depuis le début du mandat. J'ai réussi à convaincre mon groupe politique, les sociodémocrates européens, d'en faire une des priorités. Et par exemple, en octobre dernier, on a organisé un événement, et donc la chef des sociodémocrates européens, Irache García Pérez, qui est espagnole, elle-même a pris de son temps pour défendre cette proposition de leasing social, pas simplement comme étant la proposition d'un député européen place publique, mais comme étant une des priorités du groupe des sociodémocrates européens. On continue à faire ce travail-là sur la question des règlements sur l'industrie automobile, de manière à donner des incitations pour que les constructeurs automobiles poussent les gouvernements nationaux à mettre en place du leasing social à l'échelle nationale et à le faire vraiment en masse. Donc nous, ce qu'on veut, c'est 10 millions de voitures, petites et moyennes, électriques, fabriquées en Europe, mises à disposition des Européens qui travaillent, des auxiliaires de vie en milieu rural par exemple, contre un loyer modéré de l'ordre de 100 € par mois. Donc on continue de travailler là-dessus. Ça n'a pas encore débouché complètement, mais déjà en continuant à mettre la pression, ça pousse des gouvernements de droite comme le gouvernement français à mettre en place au moins une toute petite version. Ils ont récemment annoncé 15 000 voitures, alors c'est pas 10 millions, mais c'est déjà un petit pas dans la bonne direction. Donc cette pression politique, ça force en fait quand même les gouvernements, même pas hyper écolos, à agir
pour le pouvoir d'achat, pour l'écologie, et bien évidemment l'idée c'est de mettre en place un vrai leasing social européen, et les dernières nouvelles de la Commission européenne sur le plan européen d'électrification vont dans le bon sens. Donc cette bataille-là, elle n'est pas encore gagnée, mais il faut continuer à la mener, notamment parce qu'elle est gagnable, et comme ça on peut réellement contribuer à permettre aux gens d'accéder enfin à une voiture électrique, ce qui est bon pour leur pouvoir d'achat, ce qui est bon pour l'emploi et l'industrie européenne, et ce qui est évidemment très très bon pour la protection de notre environnement, de notre climat, comme de la qualité de l'air qu'on respire. Ce Parlement européen, c'est aussi un Parlement européen où l'extrême droite se sent comme chez elle. Et je voulais quand même vous raconter ce qui s'était passé au mois de juin. Il y a eu un vote sur une directive européenne qui s'appelle Retour, qui est un véhicule juridique européen contre les migrants. À la base, initialement, c'était pensé pour pouvoir organiser la mobilité des êtres humains au XXIe siècle, mais ça a été complètement transformé par cette alliance de la droite et de l'extrême droite pour en faire fondamentalement un outil profondément inhumain et qui nous fait perdre beaucoup d'avancées issues de la Seconde Guerre mondiale. Alors peut-être pour se rappeler un peu d'où est-ce que ça vient, cette idée-là, et notamment la notion de droit d'asile. Il y a plein de sources là-dessus, mais un des éléments quand même qui a beaucoup marqué l'histoire européenne, c'est la manière dont les Juifs ont été traités dans les années 30. Et par exemple, lorsque Hitler envahit l'Autriche, en 1938, il y a beaucoup de Juifs qui, et à juste titre, font le choix de fuir. Et il y a plein de Juifs en Europe à l'époque qui ne savent pas où aller. Et il y a des conférences internationales et aucun pays n'accepte les Juifs autrichiens en 1938. Alors vous connaissez la suite de l'histoire, pas glorieuse. Et donc du coup, cette idée de droit d'asile, elle est constituée une fois qu'on a reconnu les errements moraux de la civilisation européenne au XXe siècle, et Dieu sait que ces errements moraux ont été très très graves, que ce soit par la Shoah, que ce soit par le colonialisme, ou d'autres atrocités qui ont été commises dans notre histoire. Et être européen, en fait, c'est regarder cette histoire en face pour en tirer des leçons. Et une des leçons, c'est de préserver partout et toujours le droit d'asile. Permettre aux gens qui sont persécutés chez eux de pouvoir trouver un endroit dans le monde où ils peuvent vivre. Cette loi européenne, qu'est-ce qu'elle a changé? Je vais juste vous donner un exemple. Aujourd'hui, avec cette loi européenne, dite sur le retour, une femme afghane qui se bat pour les droits des femmes en Afghanistan, qui fuit l'Afghanistan en passant par le Pakistan, et qui après arrive en France, peut être envoyée dans un pays qu'elle ne connaît pas, par exemple l'Ouganda, sans aucune décision de justice. Ça, c'est la conséquence directe du vote où les voix de la droite et l'extrême droite se sont mêlées à Strasbourg il y a plus d'un mois. Et donc du coup, ce cas-là que je vous ai livré, il est théorique. Donc c'est ça que l'Alliance droite-extrême droite a voté il y a un mois au Parlement européen. Et après avoir voté ça, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, au Parlement européen à Strasbourg, après qu'on ait voté des lois, généralement il se passe rien. C'est-à-dire on est en train de voter, la loi est adoptée, on passe au prochain vote. Parfois, sur des sujets très très importants, comme par exemple l'aide à l'Ukraine, ça arrive que, avant de passer au prochain vote, pendant 5 secondes, 10 secondes, 15 secondes, il y a des gens qui restent assis et qui applaudissent. Ça arrive de temps à autre. Là, ce qui s'est passé, et c'est du jamais vu, en tout cas c'est ce que m'ont confirmé mes collègues députés européens qui sont là depuis plus longtemps que moi, c'est du jamais vu dans l'histoire du Parlement européen. On a eu une quarantaine, une cinquantaine de députés d'extrême droite qui, après ce vote anti-droit d'asile, se sont levés, ont commencé à brandir le poing en l'air et ont commencé à scander un slogan trumpiste. Send them back. Send them back, en anglais, ça veut dire renvoyer-les chez eux. Et ils ont fait ça pendant... Alors j'avoue que ça m'a un peu traumatisé, donc j'ai l'impression que ça a duré hyper longtemps, peut-être que ça a duré que 30 secondes, mais je vous assure que de les voir à quelques mètres de moi se lever et scander ce slogan trumpiste, qui n'est pas simplement un slogan contre le droit d'asile, qui est en fait un slogan contre un minimum d'humanité. Enfin, moi, j'en ai très littéralement eu des frissons. Et j'en parlais avec un de mes collègues du Parti Socialiste, et je lui ai dit, mais en fait, je pense que les sociodémocrates allemands, en juillet 1932, ils ont dû ressentir quelque chose d'un peu comme ça. Et ça, c'est quelque chose de très nouveau. C'est-à-dire qu'on a une extrême droite qui a de plus en plus de pouvoir au sein du Parlement européen, parce que la droite fait le choix de lui donner du pouvoir. Et vous savez ce qui se passe avec l'extrême droite, plus on leur donne de pouvoir, plus ils veulent du pouvoir, et il n'y a rien qui les arrête. La seule chose qui les arrête, c'est lorsque nous, on se mobilise, que ce soit en se mobilisant par notre vote, par nos mobilisations sur les réseaux sociaux, par nos mobilisations sur la rue, puisqu'en fait, ce qui arrête l'extrême droite, c'est pas l'extrême droite. Ce qui arrête l'extrême droite, c'est la mobilisation de tous les démocrates, en commençant par les démocrates de gauche, puisque c'est quand même ça notre mission historique à nous, la gauche, dans l'histoire de la civilisation européenne, c'est d'être le rempart, partout et toujours, contre
cette extrême droite qui risque de nous renvoyer dans les pires heures de notre histoire. Donc là, je vous ai beaucoup parlé de ce que je fais à Bruxelles et à Strasbourg dans l'enceinte du Parlement européen, mais mon mandat de député m'amène aussi ailleurs, puisqu'en fait, pour être capable d'adopter de bonnes lois qui soient enracinées dans cette réalité, dans la réalité qu'on connaît, et en fait, il faut aussi aller à la rencontre de cette réalité-là. Et donc du coup, en 2 ans, j'ai fait plus de 120 déplacements, et j'avoue que quand mon équipe a compilé le nombre de déplacements que j'ai fait, c'est vrai que ça m'a un peu surpris, puis après j'ai regardé, je fais oui, effectivement, j'ai fait ça. Et ces déplacements-là, en fait, ils sont vraiment très très précieux. Le fait de pouvoir écouter les syndicalistes de l'usine de Renault-Cléon qui fabrique des moteurs, et notamment des moteurs de voitures électriques, c'est hyper précieux pour moi pour comprendre quels sont les enjeux pour l'industrie automobile, pour les travailleurs de l'industrie automobile, mais aussi les enjeux des conditions de travail dans des usines qui, elles aussi, subissent le dérèglement climatique, notamment lors des vagues de chaleur. À la fin de l'année 2024, je m'étais rendu sur le site d'ArcelorMittal Dunkerque, donc qui produit de l'acier, et en écoutant à l'inquiétude réelle et bien légitime des travailleurs sur place, et notamment des syndicalistes CGT et CFDT qui ont accepté de donner un peu de leur temps pour qu'on puisse échanger. Je continue bien évidemment à les soutenir et à soutenir fondamentalement tous les métallos de l'industrie métallurgique européenne. Il y a eu des bonnes avancées au niveau européen pour protéger notre industrie de la sidérurgie de la concurrence déloyale de la Chine. Ça a permis des premiers investissements qui vont dans le bon sens sur le site d'ArcelorMittal Dunkerque, mais évidemment c'est pas assez, donc on continue de travailler là-dessus, puisque évidemment pour être réellement souverain d'un point de vue énergétique, industriel, il faut évidemment qu'on ait une réelle souveraineté sur notre capacité à produire de l'acier, et de l'acier vert en particulier, notamment de l'acier issu du recyclage de la ferraille, qui est un des investissements qui a lieu en ce moment sur le site d'ArcelorMittal Dunkerque, mais aussi sur le site de Marche-Gallia à Fos-sur-Mer, à côté de Marseille. Et évidemment aussi beaucoup de déplacements, j'ai mentionné Cléon en Haute-Normandie, mais aussi en Basse-Normandie, et je reste marqué par exemple par le déplacement que j'ai fait il y a 1 an avec la députée socialiste de l'Orne, Chantal Jourdan, autour des enjeux du bois bocager, et vraiment de voir comment est-ce que à l'échelle d'un département normand comme l'Orne, des acteurs de terrain créent une véritable filière qui travaille avec les agriculteurs et notamment avec les éleveurs pour planter des haies dans lesquelles il y a planter des haies qui sont un vrai havre de biodiversité, puisque c'est pas planter une seule monoespèce, c'est planter des haies avec une diversité des espèces, et tout ça est très très bien pensé par les acteurs locaux, y compris par les éleveurs. Être capable de récolter intelligemment cette ressource en bois d'une manière qui permet de produire du bois, mais aussi qui préserve la biodiversité de cette haie, qui préserve aussi la capacité de cette haie à aider à l'adaptation des règlements climatiques, puisque une haie, ça permet de lutter contre la sécheresse, ça permet de lutter contre l'érosion du terrain, donc il y a plein de bénéfices très très positifs. Ce bois-là, il est valorisé économiquement, pour ça il faut le sécher, et c'est ce que fait notamment Bois Bocage Énergie, pour ensuite être livré à des clients, et ces clients-là, c'est par exemple un EHPAD dans l'Orne que j'ai pu visiter, qui du coup a pu arrêter de consommer des énergies fossiles pour à la place consommer du bois de chez nous, tout simplement. Fondamentalement, c'est quand même beaucoup mieux de faire en sorte que le chauffage de nos EHPAD, la facture de chauffage de nos EHPAD soit plus basse, bien évidemment, mais qu'en plus cet argent-là reste chez nous, qu'il aille in fine dans la poche d'une PME normande et de nos éleveurs normands, plutôt que si c'est du gaz ou du pétrole, que ça finisse dans la poche de Poutine ou des amis de Donald Trump ou d'Arabie Saoudite. Donc ces déplacements sur le terrain, ils sont vraiment essentiels pour moi. C'est des choses, si vous me suivez sur mes réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, vous voyez tout ça, mais je tenais à le mentionner ici, parce que je pense que c'est comme ça qu'il faut faire de la politique. Voilà. Il faut avoir les pieds bien ancrés dans le sol, bien enracinés, avoir aussi la tête dans les étoiles pour essayer de voir loin, de voir le futur désirable qu'on essaye de construire. Il faut les deux. Voilà, moi j'essaye, si je peux prendre cette métaphore, j'essaye d'être un arbre entier. Et un arbre entier, il a des racines. Mes racines sont en Normandie et plus généralement en France, mais évidemment en Normandie spécifiquement. Mes feuilles, elles sont à Bruxelles, à Strasbourg, parce que c'est là où je peux avoir le plus d'impact par les lois que je peux contribuer à faire adopter ici au Parlement européen. Et évidemment, ce qui fait le lien entre ces feuilles et ces racines, en fait, en réalité, c'est évidemment moi, mais c'est aussi tout un collectif. En fait, derrière le travail d'un député européen, et en fait derrière le travail de tout homme politique et de toute femme politique,
il y a toujours une équipe. Et donc du coup, pendant ces 2 années-là, je voulais remercier les gens qui travaillent avec moi et continueront de travailler avec moi dans les années à venir. Thibaut, qui est mon assistant local, qui est du Calvados et qui est basé dans le Calvados. Nicolai, qui est breton, donc comme quoi vous voyez, on a beau être normand, on est avant tout qu'on est à gauche tolérant et on prend les gens même quand ils viennent de Bretagne. Pour les gens qui sont pas au courant, entre les Normands et les Bretons, il y a des petites rivalités, notamment autour du Mont-Saint-Michel. C'est pour ça que je fais la blague sur les origines géographiques d'une des personnes de mon équipe. Il y a Rose qui vient de Haute-Savoie, il y a Clovis qui vient du département du Nord, il y a Charlotte qui nous a rejoint un peu plus récemment et qui vient du Loir-et-Cher. Donc il y a aussi toute cette équipe qui travaille avec moi. Et vous voyez aussi par la description qu'on est vraiment une équipe française qui est enracinée et qui vient aussi de ces différents territoires de France. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Si vous voulez pouvoir suivre et surtout ne pas rater les prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner à mon compte et cliquer sur la petite cloche pour pouvoir recevoir les notifications. D'ici là, je vous souhaite de passer un très bel été. J'espère que vous serez le moins impacté par les vagues de chaleur qui ont déjà commencé à frapper la France. Donc je vous souhaite un été avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de fraîcheur et avec beaucoup d'opportunités de passer du temps avec les gens que vous aimez. Très bonne journée à vous.